Bon, écoutez, tout d'abord, on avait prévenu que la préfecture devait nous redonner un avis à 14h15, ils ne sont pas là, mais l'avis a été déjà donné, Madame Borne ne nous recevra pas. Encore plus fort, elle n'entend pas. Une fois de plus, un mépris vis-à-vis de l'ensemble du monde des retraités. Aussi, on va continuer notre manifestation, rassemblement, et je vais d'abord demander passer la parole à Marc Bastide, secrétaire général de l'USR-CGT, mais qui va parler au nom des 9 organisations. Merci. Oh ben, ceux qui ne le sauraient pas, il y a Force Ouvrière qui devrait arriver, il y a Solidaire, il y a la FSU, la CFTC, la CGC qui est excusée, elle a mis sa voiture mais ils ne sont pas disponibles, et des associations. Si les élèves faisaient comme ça, vous les auriez mis au point. La LGR, ensuite les associations comme l'UNRPA et LSR. Voilà, ça y est, tout est dit. La parole à Marc. Chers camarades, d'ores et déjà notre journée d'aujourd'hui d'action et de mobilisation nationale est un véritable succès, avec 89 rassemblements et manifestations dans notre pays. À ce jour, c'est près de 63 000 pétitions qui ont été signées. D'ailleurs, mesurons que ces pétitions ont été signées avec débat sur les marchés, dans les discussions avec la population, dans nos réunions de section. C'est le fait du succès d'aujourd'hui dans notre pays. C'est le fruit de tous les débats que la mobilisation s'est construite autour de l'augmentation des pensions et des retraites de 10% proposée par le groupe des 9. Était-ce que 10% d'augmentation de nos pensions serait utopique, comme certains le pensent sûrement? Depuis le 1er janvier 2017, les années du président Macron ont fait perdre 9,6%, soit l'équivalent de 2,4 mois de pension. Et pour les retraités qui ont subi l'augmentation de la CSG, au 1er janvier 2018, ils ont perdu 3,6 mois de pension. Alors que le Code de la Sécurité sociale stipule que les pensions doivent être révalorisées au niveau de l'inflation. Depuis plus de 2 ans, nous assistons à une très forte augmentation des produits de première nécessité. Les légumes, les pâtes, le beurre, le fromage, la viande, le poisson, les œufs, et ainsi que les dépenses incompressibles, comme le gaz, l'électricité, l'essence, le fuel et le bois pour certains, et y compris les loyers. À cela s'ajoutent les difficultés à se soigner, d'une part par le manque de médecins généralistes, que ce soit en ruralité ou en ville, le dépassement d'honoraires qui exclut de plus en plus de retraités pour des soins dentaires ou spécialisés, ainsi que l'augmentation des complémentaires santé. Car la sécurité sociale est de plus en plus démantelée par le gouvernement, et c'est cela que le groupe des 9 se bat pour une sécurité sociale intégrale. Exigeons l'arrêt, écoutez bien, des exonérations de cotisations patronales qui s'élèvent à 87 milliards. Le gouvernement vient d'annoncer une révalorisation des pensions de 5,2% au 1er janvier 2024 des retraites et des pensions de base. Face à la mobilisation des retraités, mais cela, certes, est très insuffisant face à la perte cumulée, ne serait-ce que depuis 2017, je le répète, 2,4 en moins sur nos pensions et 3,6 pour d'autres. Constatons ainsi que les prix ne baissent pas. Il en est de même en ce qui concerne l'Agirc et l'ARCO.
Nous nous félicitons des mobilisations des retraités ces derniers mois sur l'augmentation des retraites complémentaires. Nous nous opposons à ce que le gouvernement pioche 1 à 3 milliards dans les réserves pour, entre parenthèses, augmenter les petites pensions. Ça, c'est le tour de passe-passe du gouvernement, entre parenthèses. Enfin, mettre fin à l'injustice de la décote de 10%. Pour autant, le projet d'accord à 4,9% en incluant le rattrapage sur 2 mois, car il n'y a pas d'effet rétroactif, est une sous-indexation par rapport à l'indice des prix. D'ailleurs, indice qui est loin de représenter la réalité pour les ménages populaires ou les dépenses en énergie. Cela représente, en ce qui concerne les retraités, une bonne part de leur budget en ce qui concerne l'énergie. Autre élément, le maintien de la règle d'or. Le maintien de la règle d'or, écoutez bien quand même, il impose que la priorité soit de maintenir des réserves avec des placements spéculatifs au détriment de la révalorisation des pensions et des retraites. En continuant de cette manière-là, et d'abaisser le taux de rendement des retraités pour les générations futures. Mais d'ores et déjà, on peut constater dans ce cadre-là que ce sera la baisse du pouvoir d'achat assurée pour nous-mêmes retraités. C'est la baisse des retraites pour les futurs retraités et pour les jeunes nés en 2006, ça sera, pour les jeunes nés en 2006, ça sera la génération sacrifiée. Alors oui, notre mot d'ordre est clair, augmenter nos retraites de 10%. Avant de terminer, arrêtons de fermer des services publics. Revenons à des services publics de qualité, avec des salariés formés et bien rémunérés, que ce soit dans les zones rurales ou urbaines. La dématérialisation ne peut pas tout remplacer. La présence humaine est un besoin. Bravo, 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 bravo. Chacune et chacun d'entre nous peut mesurer que la fermeture d'un service, impôts, postes ou tournée de facteurs crée de plus en plus d'isolement pour les personnes âgées dans sa commune, dans son quartier. Pour ce qui concerne la santé, différents sondages le démontrent. 16 millions de personnes renoncent chaque année à des soins. La situation de détresse des hôpitaux publics avec du personnel à bout de souffle. C'est une situation grave et catastrophique. Le projet de loi pour le financement de la sécurité sociale, ce qu'on appelle le PLFSS, en 2024, réaffirme la prise de contrôle de l'État sur la sécurité sociale. Leur priorité est de réduire la dette publique et de ramener le déficit de 4,7% en 2022 à 2,7% en 2027. Ce sont 3,5 milliards d'économies qui sont fixées pour les dépenses de santé. Le gouvernement n'a pas attendu, là aussi, pour faire un certain nombre de propositions, pour mettre un certain nombre d'éléments, notamment, je pense à des médicaments, à des spécialités, de diminuer, d'augmenter les franchises. Le PLFSS acte une nouvelle fois l'exonération de cotisations sociales pour les entreprises. Elles ont été multipliées par 3,5 depuis 10 ans et donc ont doublé pendant le quinquennat du gouvernement Macron. À ce jour, 87 millions d'euros, de quoi financer l'augmentation des retraites et faire des investissements nécessaires dans l'hôpital public et mieux rémunérer le personnel. Face à cette situation, le groupe des 9 propose des centres de santé. Nous, les retraités, nous sommes de toutes ces luttes pour un service public de qualité et de proximité, des hôpitaux publics pour être bien soignés et bien entendu pour l'augmentation des retraites et des pensions de 10%. Pour bien vivre dignement notre retraite et pour avoir accès à la culture, aux loisirs, au sport. Car bien souvent,
c'est le premier poste dans le budget des retraités supprimé. Alors oui, on lâche rien, ne lâchons rien pour l'augmentation de nos pensions et de nos retraites à 10%. Merci de votre attention. Dans la suite de ce qui vient d'être dit, dans le groupe des 9 et à la CGT, nous défendons la reconstruction des services publics. Je dis bien reconstruction. Je vais citer un seul exemple. Dans les gares parisiennes, les gares dites SNCF, on peut acheter une chemise, on peut casser la croûte, le seul hic, c'est qu'on ne peut pas prendre de billets. Donc, je vois ici bien de cheminots qui ont lutté, qui ont fait des pétitions pour la réouverture des guichets. C'est ensemble que nous, usagers et syndicalistes, que nous arriverons à reconquérir nos services publics. Et un qui est aussi très attaqué, c'est celui de l'éducation nationale. Aussi, je passe la parole à la représentante de la FSU pour nous parler un petit peu de ce qui se passe à l'école aujourd'hui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je voudrais parler du service public et laïque de l'école. Et lors de notre dernière réunion, nous avons effectivement évoqué ce qui s'est passé au lycée d'Arras. Je voudrais intervenir, et d'un commun accord avec mes camarades, on m'a demandé d'intervenir sur ce point et parler effectivement de la mise en œuvre de la destruction du service public et laïque de l'éducation. Effectivement, c'est avec effroi que nous avons appris le 13 octobre ce qui s'est passé dans l'établissement d'Arras, lycée et collège. Un enseignant a été tué, assassiné. 3 autres membres du personnel sont dans un état toujours grave, même si leur pronostic vital n'est pas engagé. C'est effectivement l'école publique et la laïcité, et à travers l'école publique, une des valeurs fondamentales de notre République. C'est la laïcité qui a été attaquée. Une laïcité qui se donne comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République, indivisibles, laïque, démocratique et sociale. Et effectivement, c'est ce principe qui a été mis à mal et qui continue malheureusement de l'être. Alors, les personnels de l'éducation nationale ont d'abord, comme beaucoup de citoyens, comme la majorité des citoyens et comme les retraités ici, ont eu un sentiment d'effroi. 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty. 3 ans après, les mêmes faits se produisent. Maintenant, les personnels vivent dans la crainte, vivent dans la peur. Mais surtout, et ce qui est peut-être différent par rapport à ce qui s'est passé il y a 3 ans, Le micro. Oui, donc je disais, sentiment d'effroi d'abord. Maintenant, la crainte, la peur des événements qui peuvent se reproduire là. Mais surtout, et c'est peut-être ce qui a monté depuis 3 ans et depuis Samuel Paty, c'est une grande colère. C'est une grande colère contre l'État, contre notre employeur, le ministre de l'Éducation nationale. Parce que rien n'a été fait pour conforter l'école et le principe de laïcité que nous défendons. Au contraire, ce à quoi on assiste, c'est une destruction méthodique du service public, de l'école laïque et publique. Qu'on en juge par les diminutions de postes, qu'on en juge par le refus de revaloriser aussi les traitements des personnels, de tous les fonctionnaires et on peut même dire des salariés qui sont logés à la même enseigne que les retraités. C'est aussi la mise à mal de tout un pan de l'éducation nationale, à savoir le lycée professionnel et la formation professionnelle au sein de l'école publique qui concerne les couches les plus populaires de nos élèves et qui leur permettait d'avoir une promotion, d'avoir un métier. Et ça, c'est ce pan-là de l'éducation qui est délibérément sacrifié. Le reste aussi, bien sûr, vous avez vu, entendu des attaques contre le bac,
des attaques aussi contre le manque de personnel, aussi bien en tant qu'enseignants, mais aussi tous les personnels de la communauté éducative, des agents de service, et qui ont à voir avec ce qui s'est passé à Arras. Par manque de personnel, il y a effectivement manque de sécurité, une sécurité qui doit être assurée. On ne demande pas à ce que l'école devienne une forteresse, mais que ces personnels soient respectés, soient en nombre suffisant, et on pourrait correctement rémunérés. C'est ça que nous demandons. Et nous demandons à ce que les valeurs, les principes de l'école publique, alors que l'État, le gouvernement continue à déverser ces crédits dont il dit qu'ils manquent à l'école privée. Et ça, c'est absolument inacceptable. Alors nous, retraités, nous sommes partie prenante de ce combat pour l'école publique, de ce combat pour l'école laïque, de ce combat pour le service public de l'éducation. Et pour enchaîner, Gérard Gourgechon de Solidaire. Et j'interviendrai au nom du groupe G9. Vous avez entendu, le groupe G9, organisation de retraités, on travaille ensemble depuis 2014 et nos revendications portent bien entendu en premier sur la défense du pouvoir d'achat des personnes qu'on syndique et qu'on rassemble, à savoir le pouvoir d'achat des personnes retraitées au niveau des pensions. Mais depuis, notre champ d'intervention s'est fortement élargi, et notamment c'est la défense des services publics. Vous venez de le voir avec les propos sur l'hôpital public et les propos sur le service de l'éducation nationale. Pour financer ces services publics, il est nécessaire d'avoir un budget à la hauteur des besoins des services publics et des populations et des besoins sociaux. Et j'interviendrai donc sur le projet de loi de finances pour 2024, à savoir le projet de budget de l'État pour 2024. C'est actuellement en débat à l'Assemblée nationale avant de passer au Sénat. À chaque fois cette année, comme les années précédentes, les propos d'annonce des gouvernements sont très loin de la réalité. Cette année, dans le projet de loi de finances pour 2024, le gouvernement met en avant la prise en compte des besoins sociaux, la lutte contre la dette publique, la lutte contre l'inflation et la promotion d'une écologie responsable. Ça, c'est les titres. Dans la réalité, on en est très loin. De nouveau, le gouvernement et Macron en est la caricature, organise les déficits publics. Il organise les déficits publics en ne taxant pas les fortunes là où il y a de l'argent, les multinationales, les très riches, continuent d'être sous-imposés et de frauder allègrement, notamment par les territoires offshore et les paradis fiscaux. La lutte contre la fraude fiscale est moins importante pour le gouvernement que la lutte contre les fraudes, les petites fraudes sociales, notamment des chômeurs, du travail noir, des salariés précaires. De nouveau, donc, ce gouvernement s'inscrit dans un partage des richesses inégalitaires en faveur des plus riches. C'est un déficit public organisé. Et ensuite, le gouvernement nous annonce l'austérité en laissant entendre que la France vit au-dessus de ses moyens. Il faut donc faire de la rigueur à l'égard des services publics. Cette année encore, il n'y a rien dans le projet de loi de finances pour agir efficacement contre la fraude. Il n'y a rien dans ce projet de loi de finances pour supprimer les exonérations d'impôts sans contrepartie sociale ou environnementale, sans contrôle, sans redistribution à l'égard des salariés ou en matière de création d'emplois. Et très souvent, les exonérations de cotisations sociales comme les remises des exonérations fiscales pour les plus riches se transforment en dividendes. C'est ainsi qu'on a donc un accroissement des inégalités dans notre pays. C'est à la mesure des politiques inégalitaires menées par ce gouvernement. Nos organisations, on est très vigilants sur le PLFSS 2024, on est aussi vigilants sur le PLF 2024, en espérant que, actifs et retraités, on parviendra à agir ensemble pour faire un budget de l'État à la hauteur des besoins sociaux, humains, économiques du pays aujourd'hui. Ce qu'on a vu aussi, c'est que, notamment Macron, on a fait beaucoup de publicité, la suppression de la taxe d'habitation.
ça peut paraître une économie pour beaucoup de personnes. La contrepartie, c'est la difficulté budgétaire pour les finances publiques et c'est moins de dépenses pour les budgets publics des communes et des départements. Et souvent, c'est les besoins sociaux pris en charge par les départements et les communes qui sont mis en cause. Donc, il nous paraît nécessaire d'agir. Et le groupe des Neufs, c'est maintenant un nouveau champ revendicatif commun à nos 9 organisations, d'agir pour faire en sorte que les budgets des départements, des communes, des régions et de l'État soient à la hauteur des besoins de la nation. Merci. Bravo! Merci, camarades! Nous allons passer la parole aux représentants de Force ouvrière. Oui, on ne peut que se féliciter de l'unité qui s'est réalisée avec les 9 organisations de retraités sur la base d'un mot d'ordre clair, augmentation immédiatement de nos pensions à 10%. C'est une force qu'on doit conserver et qui indique qu'on peut aller plus loin sur l'ensemble de nos revendications, pas seulement sur notre pouvoir d'achat, mais surtout sur ce qui a été abordé d'ailleurs par les différents orateurs précédemment. Parce que c'est vrai, on est attaqué de toutes parts. Dernier exemple, ils veulent voler ce qu'il y a à l'Agir Carrefour, des milliards, alors que c'est le fruit de, comment dirais-je, de ce qui a été accumulé par nos retraités, par nous. Et ils veulent le voler. Et il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas que ça. Il y a la sécurité sociale, il y a l'école. Et à ce propos, à l'école, je voudrais rappeler, la laïcité, ça repose sur 2 piliers. La neutralité de l'État et la liberté de conscience. Mais la neutralité de l'État, elle est remise en cause. Comment? Avec la loi Debré, ce sont des milliards et des milliards qui sont donnés à l'école privée, qui manquent cruellement à l'école publique. Défendre la laïcité, c'est d'exiger que ces milliards reviennent à l'école publique. Point barre. Et c'est pas une philosophie, hein, la laïcité. C'est très concret. Ce sont des milliards qui manquent à l'école publique. Ce sont des milliards qui manquent pour créer des postes. Parce qu'il faut quand même le signaler. Ce qui s'est passé à Arras, c'est que l'assassin, il était dans l'enceinte. Dans l'enceinte, c'est-à-dire qu'il manquait de surveillants. C'est ça. Et 3 ans après, ce gouvernement n'a rien fait. Au contraire, il continue à détricoter l'école publique. Ce qu'a dit notre camarade. En même temps, ils ont peur. Ils ont peur, c'est pour ça qu'ils emploient le 49 à tour de bras. Ils ont peur parce qu'ils savent que le mouvement des retraites, même s'il n'a pas encore gagné, il est toujours là. Il est toujours là. Et le fait que nous soyons là, que l'unité se soit réalisée sur la base de l'augmentation de 10%, montre à l'évidence que ça va revenir. Parce qu'il n'est pas possible d'accepter tout ce qui se passe. À un moment donné, il y aura une goutte d'eau qui fera déborder le vase. Alors oui, ça suffit. Il faut respecter la démocratie. Il faut amplifier ce mouvement de résistance. Et le gouvernement doit satisfaire nos revendications. Augmentation immédiate de nos 10% de nos pensions. Merci. Bravo! Les retraités ne sont pas des nantis. Contrairement à ce qu'on peut lire, quelquefois dans les médias, nos retraites ne sont pas équivalentes à ceux des jeunes actifs. La plupart des femmes ont une pension équivalente à 1 000 €. Les hommes, autour de 1 500 €. Bien sûr, peut-être que nos sénateurs ont de grosses retraites, mais ce n'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Nous ne sommes pas des nantis, il faut le dire, le répéter. Et en plus, nous sommes des acteurs du bénévolat. Sans nous, toutes les heures gratuites de bénévolat que font les retraités, il y a 80% de bénévoles qui sont retraités. Aucune association, aucun conseil municipal ne pourrait fonctionner. Donc il faut rappeler à l'État que nous sommes peut-être demandeurs de 10% d'augmentation, mais nous sommes aussi acteurs. Et si ils devaient payer les heures gratuites que nous faisons, ce serait beaucoup plus que 10%. Bien sûr, nous sommes solidaires avec les actifs. Nous souhaiterions également, aussi bien les salariés du public et du privé, aient une augmentation de 10%. Ça permettrait à la sécurité sociale d'engranger des bénéfices
de façon à obtenir un service public de qualité. Merci. Alors, vous avez fait signer des centaines et des centaines de milliers de pétitions. Vous vous demandez qu'est-ce qu'on va en faire, puisque Mme Borne ne veut pas nous recevoir. Eh bien nous allons les confier à un service qui est encore public, même s'il a reçu beaucoup de coups. Les camarades des postaux de Paris, de la CGT et d'autres organisations syndicales vont déposer dès demain matin les enveloppes contenant les pétitions dans le service accrédité à Paris 8e, dans le 8e arrondissement au président de la République. Donc dès qu'il descendra de l'avion du voyage qu'il est en train de faire, il aura de la lecture. Donc voilà ce que nous allons faire, et il y en a des milliers, des milliers. Je rappelle aussi que des dizaines et des dizaines de rassemblements ont eu lieu dans les différents départements, et je remercie particulièrement les copains des Yvelines qui ce matin ont fait un rassemblement à Mantes-la-Jolie, un à Versailles, et qui sont encore là, ainsi que l'ensemble des copains des différentes professions. On va se quitter momentanément. Pour ceux qui restent dans le quartier ou dans le périmètre, ce soir à partir de 18h, place de la République, un rassemblement à l'appel des organisations syndicales pour une paix dans tout le monde et dans tous les pays. Merci et à bientôt. Ça fait des années et des années que nous manifestons pour réclamer la revalorisation de nos pensions, parce que si on a eu à un moment un niveau de vie qui correspondait à celui des actifs, maintenant ça ne cesse de se dégrader. D'ailleurs le Conseil d'orientation des retraites annonce qu'il y aura une véritable paupérisation des retraités dans les années qui viennent. Alors si bien que entre désindexation, vous savez, nos pensions sont revalorisées selon l'inflation, entre désindexation, gel des pensions, donc la différence s'est accrue entre l'inflation et la revalorisation des pensions, et la différence c'est 10 points. D'où notre revendication immédiate de 10%. Voilà, minimum tout de suite. Et puis après, il y a tout le rattrapage de tout ce qu'on a subi, puisque la loi c'est revalorisation sur l'inflation, mais ça a été très peu respecté. Même cette année où le gouvernement nous dit 5,2, or c'est déjà 5,35 au 1er août. Or, il faut savoir que les dates de calcul, c'est du 1er novembre au 1er novembre. Donc ça veut dire que ça a continué d'augmenter, mais je ne saurais vous dire, mais c'est sûr que le compte n'y est pas, et qu'on dit que l'État viole sa propre loi, mais ça, c'est pas la première fois, hélas. Voilà. Alors, donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On sait qu'il y a de l'argent, il y a des possibilités de répondre non seulement aux revendications des retraités, mais aussi aux revendications des actifs. Et moi, je parlerai aussi des personnels de l'éducation nationale, aussi des actifs ou des salariés, puisque on chiffre le taux, enfin le chiffre, oui, on chiffre à 90 milliards les exonérations qui sont accordées, on peut dire à fond perdu, puisque le patronat dit mais oui, sans condition en fait. Oui, parce que c'est oui, mais j'ai besoin d'argent, les charges sont trop lourdes. Enfin, les charges, c'est les personnels, bien sûr, et les salariés. Les cotisations. Oui, les cotisations. Donc voilà, il faut. Et en fait, ça ne se traduit pas par des créations d'emplois. Oui, bien sûr. Ça se saurait, voilà. Donc déjà avec cette manne qu'on pourrait récupérer facilement, il y a de quoi répondre aux revendications, pas seulement des retraités, mais il y a aussi de mettre en œuvre effectivement ce que je disais à votre collègue, de mettre en œuvre véritablement l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Alors ce sont de beaux slogans, mais ça n'est jamais effectif. De créer des emplois, puisque le patronat nous dit qu'il va créer des emplois, et puis d'augmenter aussi les salaires, puisque quand on augmente les salaires, on augmente
les cotisations. Donc il y a vraiment de quoi l'argent. Le problème, c'est que la redistribution de la richesse du pays n'est pas très juste. Et c'est ce que nous revendiquons, bien évidemment. D'accord. Et là, vous êtes, c'est une action avec l'intersyndicale, c'est ça? Oui, avec ce qu'on appelle le G9. Ce sont 9 organisations qui regroupent des syndicats. Alors pour aller vite, ce sont tous les syndicats qui existent, sauf la CFDT et l'UNSA. Sinon et puis des associations, genre la Fédération Générale des retraités de la fonction publique, ou genre l'UNRPA Solidaire, qui est une association, une Union nationale des retraités personnes âgées, et LSR, qui est une association Loisirs, Solidarité, Retraite, qui œuvre plus particulièrement pour les loisirs des retraités, qui sont bien sacrifiés, que les retraités sacrifient bien, faute de moyens. Il y a le quotidien qui bouscule, il faut faire des choix, et bien évidemment, on choisit d'abord de se soigner, ce qui est important, de se nourrir, de se chauffer, et puis, ma foi, après le reste, eh bien, ça passe au second plan, où c'est dans le domaine des pertes. Merci beaucoup. Pourquoi vous êtes là? Quelles sont vos propositions? Principalement par rapport à la défense de notre pouvoir d'achat et notamment à la revalorisation des retraites. Les 4,9 ou les 5,2 qui sont proposés pour le 1er janvier, c'est simplement un rattrapage, mais ça ne rattrape rien du tout par rapport à la perte de pouvoir d'achat qu'on a connue depuis de nombreuses années. Donc on réclame une augmentation de 10% de nos retraites. D'accord. Et puis il y a aussi d'autres revendications annexes qui sont le développement des services publics justement, parce que donc dans les communes il y a beaucoup de services publics qui ferment, que ce soit à la poste ou même les questions aussi de la protection sociale et de la santé, avec les conditions dramatiques dans un certain nombre d'hôpitaux de proximité, ou même de la région parisienne d'ailleurs, donc sur le manque de soignants et les cadences infernales ou la fermeture des urgences. D'accord. Votre collègue me disait que dans la fonction publique, il y avait aussi le problème des petites retraites. Pas mal de petites retraites. Oui, tout à fait. Oui. Vous avez des revendications particulières par rapport à ça? Oui, nous, l'objectif c'est d'arriver à ce que la retraite minimum soit au niveau du SMIC revendiqué par le CGT. Donc le SMIC revendiqué par le CGT c'est 2 000 €. Et donc aujourd'hui, effectivement, le biais que veut trouver le gouvernement, c'est de piquer, je vais dire ça comme ça, dans les réserves des régimes complémentaires que sont l'ARCO et l'AGIR, justement pour financer les petites retraites, et notamment dans le cadre de sa réforme qui a été fortement contestée au premier semestre. Alors apparemment, ils ont écarté cette possibilité ce matin. Oui, c'est ce que j'ai entendu aussi. Maintenant, faut voir. Voilà, ça reste à confirmer effectivement, et le rapport de force sera déterminant effectivement pour qu'on puisse conserver l'argent qui revient aux retraités, quoi. D'accord. Et on a un peu l'impression que ça s'est perdu, l'histoire de la retraite à 60 ans et puis le non à la retraite à 64 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a d'autres choses. Quelles sont les prochaines étapes? Parce que là... ce qui nous concerne, on revendique toujours la retraite à 60 ans, oui, évidemment, avec même 37. Pour ce qui concerne notre fédération des organismes sociaux, c'est 37 ans et demi de cotisation et la prise en compte tout simplement des études, mais aussi des périodes de précarité. Et donc pour nous, c'est toujours de pleine actualité. Et l'argent, il y en a pour le financer, y compris le Conseil d'orientation des retraites reconnaissait que le léger déséquilibre qu'il peut y avoir dans les années à venir serait largement, compensé à long terme. Et donc effectivement, nous ce qu'on pense, c'est que le produit intérieur brut, je veux dire, soit relevé, ce qui est consacré aux retraites soit relevé, effectivement, c'est tout à fait faisable. C'est la tendance qu'il y a eu ces dernières décennies, je crois. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui a permis de compenser le niveau de vie pour le moment. Et vous pensez que la différence, c'est de 10%? Ou alors il y aura des rattrapages ultérieurs aussi? La revendication, c'est aujourd'hui de 10% de revalorisation. Ça, c'est l'ensemble des 9 organisations de retraités.
Et également pour nous, pour la CGT, nous on revendique aussi, c'est une étape pour aller vers une revendication à 2000 € pour le SMIC et donc le minimum de pension et une revalorisation de 300 € mensuels pour les retraités également, qui ont perdu beaucoup ces dernières années. On est là pour dénoncer la revalorisation des retraites au 1er janvier 2024 qui ne correspond pas à une véritable réalité, qui est en deçà de ce que la loi aurait pu faire. Ça, c'est une chose. Il y a aussi, on dénonce la précarité grandissante des plus modestes et des retraités. Je le disais à votre camarade Francel tout à l'heure, où les banques alimentaires il y avait 800 000 personnes qui fréquentaient les banques alimentaires en 2011, il y en a 2,4 millions en 2023. Quand on voit également il y a plus de 4 millions de personnes qui sont traitées comme des clients fragiles par la Banque de France. Il y a pas mal les médiateurs des bailleurs sociaux, des opérateurs téléphoniques, donc il y a des réclamations exponentielles sur le sujet. Et voilà, et ce que je disais, c'est que le gouvernement il frappe dur les plus démunis et il ne fait qu'égratigner les plus riches en ne taxant pas les super profits, les produits de raffinage et la taxe sur les fibres qui est due par les opérateurs n'est pas à hauteur de ce qu'elle devrait rapporter. Voilà. Et au regard de ça, on demande une augmentation de nos pensions de 10% qui permettrait de remettre un peu à niveau ce que l'on a perdu depuis le 1er janvier 2017, mais sans compter les arriérés, parce qu'avant 2017 on avait perdu aussi beaucoup d'argent par diverses mesures où les retraités finalement ne sont qu'une variable d'ajustement budgétaire. D'accord. Et vous avez des revendications spécifiques, vous, à la FGR, ou par rapport au mot d'ordre global qui est porté? Non, par exemple, vos collègues de la CGT, ils demandent une retraite minimum au niveau du SMIC, c'est-à-dire de leur SMIC, c'est 2000 €. Global, ce sont les mêmes revendications tant au privé qu'au public, parce qu'il ne faut pas croire au public, il y a beaucoup de retraités qui touchent des pensions bien inférieures au SMIC et même quand on prend les engagés, les militaires en début de traitement, ils ont des traitements inférieurs au SMIC. Et quand on regarde ce que le gouvernement a fait, c'est vraiment de la mesquinerie. Il a supprimé pour tous les fonctionnaires le bénéfice des chèques vacances depuis le 1er octobre de cette année. Donc c'est quand même traiter les fonctionnaires qui ont servi l'État pendant d'une manière assez ignoble. Oui.